lycéenne vivant dans l'anonymat le plus total jusqu'à faire la couverture de tous les magazines, être sollicitée par tous les médias, puis faire son entrée dans la liste Forbes des 30 personnalités de moins de 30 ans émergentes de l'année. Que s'est-il passé pour la youtubeuse Lena Situation? Au départ, concrètement, elle fait des vidéos YouTube conseils vestimentaires maquillage, comme il y en a des milliers. Et puis, ses contenus évoluent, jusqu'à atteindre 2 millions d'abonnés sur sa chaîne et même 3 millions sur Insta. Elle a transformé récemment cette audience en énorme succès librairie avec 250 000 ventes en seulement 4 mois pour son livre Toujours plus, plus égale plus. Un titre qui n'est d'ailleurs pas juste un mantra de développement personnel. Plus égale plus. C'est aussi, on le verra dans cette vidéo, un concept de growth marketing avancé que peu de monde a réussi à mettre en place. Mais comment elle a pu débarquer dans ce marché extrêmement concurrentiel, sans talent spécifique de départ, et renverser le game lentement mais sûrement avec une déconcertante simplicité? Frédéric Becbédé, dans sa position de critique littéraire, a attaqué violemment son livre, parlant de 147 pages de vide, 19,50 € de perdu. Et titrant sa critique, autobiographie d'une inconnue célèbre. Réaction de l'intéressé, je lui dois de l'argent quoi. Pourtant, le terme inconnu célèbre est parfaitement juste. Lena Situation cultive elle-même cette ambivalence entre la star qu'elle est devenue et Madame Tout le Monde. Sur sa bio Insta, il est indiqué le plus simplement du monde: j'aime faire des vidéos smiley, juste au-dessus de Forbes 30 Under 30. Un contraste tellement saisissant qu'on a du mal à imaginer comment la première phrase peut justifier ou expliquer la seconde phrase. Pour les 147 pages de vide, ça reste à prouver, mais pour les 19,50 € de perdu, c'est pas perdu pour tout le monde. Lena Situation a effectivement réalisé le braquage du siècle, le plus simplement du monde, sans que personne ne la voie venir, sans armes et sans violence. Et l'argent du livre, c'est rien par rapport à la fortune qu'elle a amassée. Une fortune dont l'unité de mesure n'est plus du tout l'argent d'ailleurs, mais le volume d'audience engagée. L'engagement étant la devise la plus importante de nos jours. Et pour accéder à ce trésor, elle a dû préparer son braquage avec minutie, déployer un plan d'action laborieux, et une fois entrée dans la salle des coffres, elle a cherché à embarquer uniquement la devise engagement, en laissant de côté temporairement l'argent, trop court-termiste, pour viser le jackpot à plus long terme. C'est ce plan de growth marketing impressionnant qu'on va étudier dans cette vidéo. Et pour m'aider à analyser ce braquage en toute simplicité de Lena Situation, j'ai fait appel à Sylvain de la chaîne Le Coin des YouTubeurs, qui va pouvoir nous éclairer sur les choix de Lena Situation au regard du YouTube Game et des spécificités de la plateforme. Dans cette vidéo, énormément de leçons. On va parler du YouTube Game, bien sûr, De l'identification des acteurs de son écosystème, de différenciation, des méthodes pour obtenir plus d'engagement, de ses techniques pour construire une machine de croissance sur le long terme, et aussi d'adaptation à toutes les situations. L'analyse growth marketing de Lena Situation, c'est parti. Après une tentative en 2015, Lena Situation s'installe vraiment sur YouTube à la fin 2016. Au départ, pour promouvoir son blog de mode, qui est son activité principale. Son blog se fera doucement éclipser par la croissance de la chaîne, pour finir même par être abandonné et se faire hacker par un certain Xproct. On le salue d'ailleurs, s'il nous regarde, on te veut pas de mal. Le YouTube Game est déjà à ce moment-là hyper concurrentiel, et en particulier sur cette niche. Donc l'occasion faisant le larron, c'est au cours de cette immersion sur YouTube que Lena Situation en profite pour faire du repérage. Repérer les acteurs en place, les habitudes de consommation des gens, voir s'il y a quelque chose à faire ou pas sur le marché francophone. En 2016, quand Lena commence à publier sur YouTube, sa thématique est déjà largement occupée par les Sananas, Oria et bien sûr Enjoy Phoenix. Et la thématique lifestyle n'a pas encore vraiment percé sur le YouTube francophone. Le format qui prédomine largement à cette époque-là, c'est le fast cam, avec très peu d'incrustations et très peu de changements de plan. La caméra est fixe, le ton est monotone. Les youtubeuses cherchent avant tout à créer une connexion directe avec l'audience, lui donner l'impression qu'on est sa confidente. Et bien sûr, en dehors de leur rôle assumé, d'icône de la mode, toujours bien apprêtées, elles commencent déjà à se confier sur leur vie, mais tout est raconté, rien n'est illustré ou montré. Donc elles partagent leur vie, mais pas encore de façon directe et transparente. En fait, de façon générale, il faut voir son marché comme un grand jeu. Et quand vous y jouez, vous ne jouez pas tout seul dans votre coin. Il y a tous les autres acteurs en place, présents et même futurs. Dans le jeu YouTube, le nombre de viewers est limité. La phrase « il y a de la place pour tout le monde, c'est sympa, c'est Coubertin », mais c'est pas vrai. Si une personne regarde votre vidéo, elle n'en regarde pas une autre. Une autre chaîne perd un viewer ou n'obtient pas un nouveau viewer. Dans ce jeu, si vous gagnez, c'est +1. Pour celui qui perd, c'est -1. Et pour les autres, c'est 0. En théorie, il s'agit d'un jeu à somme nulle. D'accord, c'est comme le poker en fait.
Ouais. Il y a le gagnant et les perdants. La différence, c'est que le gagnant, il empoche tout au poker. En tout cas, si vous n'arrivez pas à vous faire votre place sur votre niche, vous allez donc rester sur le score de 0. Et regardez les autres acteurs jouer entre eux. Donc déjà, premier enseignement pour l'ENA situation. Il faut pouvoir proposer quelque chose de différent, qui va toucher une partie de l'audience de façon inédite, qui va les toucher dans l'affect. Si vous faites pareil que tout le monde, vous avez aucune chance. En 2016, beaucoup de filles essaient de reprendre les codes de ces influenceuses qui sont suivies par des millions. Et Lena en fait partie. Ses toutes premières vidéos collent parfaitement à ces codes. Mais on sent qu'elle commence déjà à intégrer ici ou là quelques petits plans en situation. Par exemple, quand Lena fait un haul au tout début de sa chaîne YouTube, plutôt que de montrer simplement les vêtements sortis du sac, elle va se montrer dans la rue en train de se rendre dans le magasin. Elle va enregistrer la voix du vendeur qui lui tend les vêtements une fois qu'elle les a achetés. Ça semble anecdotique, mais ça montre sa motivation à vouloir faire mieux ou même plus exactement vouloir faire plus que les autres. Et surtout, elle est une des premières à mixer différents formats de vidéos, c'est-à-dire dans le cas présent, des facecam et des vlogs. Et on peut dire que de son point de vue, elle prend un gros risque. Parce qu'effectivement, à ce moment-là, elle a que 5000 abonnés. Pourquoi faire complètement différemment des filles qui ont des millions d'abonnés? Mais c'est à ce moment-là qu'elle sort la vidéo qui, à mon sens, a fait décoller sa chaîne YouTube. Cette vidéo, c'est Ciao les complexes. Et dans cette vidéo, quand on est un petit peu intéressé au YouTube game, justement, c'est difficile de ne pas voir l'influence du vlogueur dont tout le monde parle à ce moment-là, Mr. Casey Neistat. Et il se trouve que cette vidéo va surperformer par rapport à ses vidéos habituelles. Elle le dit dans la vidéo, elle s'approche des 10 000 abonnés. Suite à cette vidéo, elle est passée d'à peu près 25 abonnés par jour à plus de 1000 abonnés par jour. C'est monstrueux. Clairement, ça apporte une nouvelle dynamique avec des plans plus immersifs et une relation plus brute avec son audience. On ne parle plus, on montre et ça change tout. Mais maintenant, une fois qu'on a réussi à trouver sa place sur YouTube, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit qu'il s'agissait d'un jeu à somme nulle, en théorie tout à l'heure. Parce qu'en fait, la réalité du YouTube Game est un peu plus complexe. Si c'était vraiment un jeu à somme nulle, les YouTubeurs auraient aucun intérêt à collaborer entre eux. Et c'est pas ce qui se passe. D'autres mécaniques peuvent se mettre en place. Parlons des fameuses cross-promotions. Ces échanges de visibilité entre deux chaînes qui sont et doivent être mutuellement bénéfiques. Et d'ailleurs, pour cette raison, vous verrez jamais deux chaînes qui ont des écarts d'audience énormes faire des collaborations. Dans l'intérêt des deux parties, à première vue, il convient de pas être concurrent direct. C'est un peu ce qu'on fait là avec Sylvain. On n'est pas concurrent. Pour le moment. Oui, parce qu'en réalité, on est sur des problématiques connexes. On suppose que nos audiences respectives peuvent être intéressées par le contenu de l'autre chaîne. La chaîne de 1 Créatif, par exemple, a fait des collaborations avec C'est une autre histoire ou Florent Garcia, qui sont eux aussi des chaînes de divertissement, vulgarisation, mais sur d'autres thématiques. Mais alors, quand on voit Michou faire une vidéo avec Inoxtag, on voit plus trop la différence là. Ces deux-là ont l'air d'être en concurrence directe a priori. Eh bien en fait c'est parce que YouTube a plusieurs niveaux de jeu. Et ça, Lena Situation l'a bien compris. Au deuxième niveau, il y a le jeu à somme nulle, de l'attention du tous contre tous. La concurrence de votre dernière vidéo, c'est pas juste les concurrents directs, mais c'est tout ce qui se passe sur YouTube. Ça peut être un clash putaclic, ça peut être... Des chats mignons ? Oui, des chats mignons. Si l'algo décide que c'est plus intéressant et que ça crée plus d'engagement, vous n'apparaîtrez pas dans les propositions. Et ce ne sera pas forcément au profit de vos concurrents directs. Surtout qu'un profil utilisateur YouTube a toujours plusieurs centres d'intérêt identifiés. C'est pas comme si YouTube vous proposait toujours que des vidéos sur une seule niche. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Souvenez-vous, il y a eu une époque où quand vous regardiez une vidéo sur une thématique, toutes les recommandations sur le côté étaient sur la même thématique. YouTube nous enfermait un petit peu dans cette même niche. Sauf que YouTube a constaté avec le temps que justement les viewers préféraient regarder des contenus variés et passer d'un sujet à l'autre pour éventuellement à un moment revenir à leur sujet de départ. Alors du coup, vu le fonctionnement actuel de l'algo, ça peut paraître un peu stupide d'éviter soigneusement ses concurrents. L'algo finira par comprendre ce que vous faites et montrer à votre audience les vidéos des concurrents. Et s'il le fait pas, en fait c'est pas bon signe. Ça veut juste dire qu'il n'a pas vraiment compris ce que vous faisiez quoi. Si tu me permets, je voudrais rentrer un petit peu plus dans la technique parce que l'algorithme c'est un sujet vraiment passionnant. Tout ce qui compte pour lui, c'est de recommander le meilleur contenu possible au moment opportun et qui soit adapté aux habitudes de visionnage du viewer. C'est tout. Donc pour appuyer ce que tu dis, moi j'aime bien dire que l'algo de YouTube fonctionne par capillarité. Si une personne qui d'habitude regarde à peu près les mêmes vidéos que vous envoie les bons signaux à YouTube sur une nouvelle vidéo, c'est-à-dire ce sujet m'intéresse, je clique dessus et je la regarde pendant longtemps, ce qu'on appelle le taux de clic
et le watch time, alors il y a de très fortes chances qu'ensuite YouTube vous la recommande à vous et également à tous les gens qui ont un comportement de visionnage proche du vôtre. Et donc pour YouTube, c'est moins risqué de procéder comme ça par capillarité ou par ressemblance que en associant des mots-clés comme du SEO classique. Pour vous donner une idée, au moment où YouTube a fait le switch dans son algorithme autour de 2015, entre les associations de mots-clés pour recommander des nouvelles vidéos et justement cette intelligence artificielle basée sur les comportements de visionnage, et bien YouTube a constaté des durées de visionnage moyennes sur les sessions de visionnage sur YouTube environ 4 fois plus importantes. C'est-à-dire qu'au lieu d'un quart d'heure, on était en moyenne à 1 heure de visionnage. Donc oui, pour un créateur de contenu, si vos viewers n'ont jamais vu passer les vidéos de vos concurrents, c'est plutôt mauvais signe. Ça veut simplement dire que YouTube n'a pas fait la connexion entre les comportements de visionnage de vos viewers et ceux de leur chaîne. En fait, il faut juste être meilleur que les autres et il faut juste comprendre ce que l'algo veut. Et c'est le deuxième enseignement de Lena Situation. Ce que veut l'algo, c'est de l'engagement. Et quand je dis meilleur que les autres, bien sûr, on peut être juste le meilleur de sa niche, ça suffit. Mais si on a de très grosses ambitions, il faut considérer une guerre de l'attention et de l'engagement par rapport à tout l'écosystème YouTube. Donc en fait, faire des collaborations avec les concurrents de sa niche est bénéfique sur pas mal de points. Premièrement, cela permet de faire de l'acquisition plus rapidement, échange de visibilité. Deuxièmement, cela peut permettre de remplir une fonction de branding, où la collaboration permettra d'afficher des valeurs communes, et aussi permettra de faire du storytelling, mais ça on en reparlera. Aussi, ça permet d'aider l'algo à identifier votre thématique et l'aider à proposer vos vidéos à une audience que ça pourrait intéresser. Et enfin, ça permet de mutualiser les forces et les audiences pour donner plus de poids à une vidéo au-delà de la niche de départ. Et j'ajouterais que les collaborations sont un des outils les plus puissants sur YouTube, à tous les niveaux d'ailleurs, et que pourtant elles sont encore bien trop peu utilisées, notamment par les moyens et petits youtubeurs. Alors comment faire une bonne collab? Surtout en contactant des youtubeurs avec une audience proche, mais pas exactement la même. Si une chaîne parle de cuisine, elle pourrait par exemple collaborer avec une chaîne qui parle de jardinage et de potager. Et un autre élément d'une bonne collab qui me semble extrêmement important, c'est de bien s'entendre avec la personne. Et c'est important que la collaboration n'ait pas l'air forcée, que ce soit pas un jeu d'acteurs, parce que ça, on le repère tout de suite sur YouTube. D'où l'intérêt qu'a eu Lena Situation de faire de ses collabs un groupe d'amis en fait. Mais ça on en reparlera après. En tout cas, si on résume, ça fait 3 enseignements qu'a pu tirer Lena Situation. Se différencier obligatoirement sur son marché pour émerger, chercher l'engagement à tout prix pour ne pas se faire battre par ses concurrents directs dans les suggestions et pour ne pas disparaître face à d'autres acteurs de l'écosystème qui ne sont pas directement concurrents. Troisièmement, ne pas rester dans son coin. Et pourtant, elle avait commencé comme ça. Un entourage d'acteurs YouTube est un levier de croissance incroyable. Le repérage est donc fait, le braquage a l'air jouable. Passons au plan d'action. Première chose à faire dans le plan d'action de Lena, donc, se différencier de l'existant. Donc, comme tu l'as dit, à ce moment-là, en termes de concurrents, le top du top, c'est Joyphoenix. Et justement, à ce moment-là, l'engouement autour d'elle commence à s'essouffler un peu. Elle a du mal à se renouveler. Et un très bon moyen de trouver des idées de différenciation, c'est d'aller traîner sur le YouTube anglophone. Par exemple, en regardant les vidéos d'un certain Casey Neistat. C'est ça. YouTube, c'est un peu comme beaucoup de choses en France. Comme les startups, comme la musique, la culture. C'est souvent de l'adaptation de choses qui se passent aux États-Unis ou en Angleterre et qui sont adaptées un peu plus tard. On a une longue tradition de pompage à retardement. Et ça tombe bien parce que Lena Situation parle parfaitement anglais et est très consommatrice du YouTube US. Donc, dans son repérage, elle a pu voir sans difficulté les différences entre le YouTube français et le YouTube anglophone. Certaines personnes disent même qu'elle se serait fortement inspirée de la chaîne Best Dressed et qu'elle en aurait extrait ces éléments de différenciation. Je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais peu importe en fait. On constate effectivement ce vent de fraîcheur chez Lena Situation qui progressivement arrive à construire une identité et un style différenciant. Original à ce moment-là sur le YouTube francophone. Un style basé sur du vlog, l'expression de ses sentiments, d'un lifestyle plus authentique, le tout avec la transparence totale comme ligne directrice. Ce que Lena Situation montre, en fait, c'est l'arc narratif d'une fille banale, à qui il arrive des choses incroyables. Et c'est un procédé très efficace en marketing, l'identification. Ouais, en fait, l'utilisateur YouTube n'est pas très différent d'un client de n'importe quelle entreprise. Il s'intéresse surtout à lui. Oui, à son propre arc narratif. Si Lena Situation arrive à proposer un personnage avec lequel le public arrive à s'identifier, ce dernier accrochera à l'histoire, suivra ses aventures et les vivra par procuration. Il est donc primordial pour Lena Situation de ne surtout pas avoir l'air inaccessible et de paraître le plus normal, banal possible. Tout ça pour que
que l'identification fonctionne. La meilleure amie pour créer le fameux lien parasocial. Oui, et cette relation parasociale, elle est vraiment inhérente à YouTube. Pour rappel, une relation parasociale, c'est simplement quand il y a un décalage énorme entre les sentiments qu'une personne va avoir envers une autre et l'inverse. Par exemple, si je suis abonné à une chaîne YouTube et que je regarde les contenus d'un YouTuber tous les jours depuis plusieurs années, j'ai probablement le sentiment de connaître cette personne, d'être proche de cette personne, de me considérer presque comme son ami. Mais cette personne ne me connaît pas, elle ne fait que parler à un objectif de caméra en fait depuis toujours. Et donc il y a un énorme décalage dans la façon dont les deux personnes ressentent leur relation. Et sur YouTube, on n'a pas le choix, on doit vivre avec. Et c'est plus ou moins bien exploité quoi en fait. C'est ça. Alors du coup, Lena Situation, elle va se montrer sous tous ses aspects. Apprêtée ou pas, elle va partager toute sa vie, toutes ses joies, ses histoires de cœur et parfois ses peines et ses angoisses. Ce qui va prendre le contre-pied de ce qui se fait. Une sorte d'anti-influenceuse qui va créer un nouveau standard et devenir la nouvelle influenceuse. Carrément, et d'ailleurs, elle va même jusqu'à l'incarner dans ses techniques de tournage. Ouais, je veux bien qu'on en parle de ça, ouais. Donc en utilisant les bonnes techniques de tournage qui ont un impact sur l'image et sur le son, elle va réussir à créer une connexion et faire ressentir à son audience justement l'impression qu'on est juste à côté d'elle. En 2016, les influenceuses beauté utilisent généralement une longue focale. Donc un gros niveau de zoom sur sa caméra si vous préférez. Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement plus flatteur pour le visage. Ça diminue les reliefs et notamment le nez proéminent. D'ailleurs en photo de mode ou en portrait, on utilise ce type de focale généralement au-delà de 50 mm. Parce qu'en fait le mec fait un peu de photos aussi. Et bien en fait, utiliser une longue focale, ça a aussi des mauvais côtés. Parce que ce que ça va faire, c'est que ça va créer une sorte de distance entre la personne qui est devant la caméra et le spectateur, qui va généralement donner une posture d'experts, de personnes sachantes. Et comment ça se passe du coup, cette technique de tournage quand elle est dans la rue alors ? Et bien dans la rue, elle va adopter deux techniques assez intéressantes. Déjà, elle va énormément changer de plan. Elle va passer par exemple de ce qu'elle est en train de voir à elle-même. Et elle va faire ça constamment. Elle va des fois passer près de ses amis. Elle va changer constamment la caméra pour qu'on ait l'impression d'être un peu omniscient et présent autour de tout ce qui se passe. Et un autre élément qui renforce l'immersion, c'est qu'elle est sur une caméra portée. Donc il y a des petits tremblements. C'est pas parfait. Elle n'utilise pas un steadicam pour que tout soit parfaitement lisse comme dans les films. Donc on est complètement immergé, on a l'impression de suivre sa journée, d'être juste à côté. Donc en fait, c'est ça sa première grosse différenciation. Ouais. Deuxième élément de différenciation, elle montre qu'elle travaille énormément. Ce qui, avant elle, ne se faisait pas du tout, et en particulier sur du YouTuber lifestyle. Elle montre qu'elle bosse, qu'elle galère pour produire chaque pièce de contenu. Alors au-delà de l'intérêt de montrer qu'elle galère pour se rendre encore plus accessible et plus normal, il y a aussi ce qu'on appelle en marketing le Labor Illusion Effect. Montrer que ce qu'on délivre a demandé beaucoup d'efforts fait augmenter automatiquement la valeur perçue d'un produit et l'intérêt qu'on lui porte. Ah là là, j'ai trop galéré à la poster. On peut bien entendu jouer de ce biais psychologique, comme par exemple l'application Kayak pour réserver des billets d'avion. Cette app a compris qu'il est préférable de ralentir le process de réservation. Ça peut paraître contre-intuitif, mais en faisant croire qu'ils font une recherche active pendant de longues secondes, alors qu'ils auraient pu afficher le résultat immédiatement à la fraction de seconde, ils renforcent la confiance des utilisateurs qui sont en recherche du meilleur prix possible. C'est vicieux en fait. Ouais. Enfin, comme elle l'explique elle-même, le produit Lena Situation est l'équivalent moderne de la série Friends. Et que les gens suivent les vlogs comme une série, comme moi je regarde Friends. Une série avec des personnages à qui on s'attache, qu'on suit régulièrement, avec des saisons. On joue à ça. Moi je suis Rachel, Bilal c'est Monica, Sullivan c'est Chandler. Le choix de la série Friends en particulier n'est pas anodin du tout, car c'est ce qu'on appelle une série feel good. C'est même la série la plus représentative de cette expression. Je connais personnellement des gens qui aiment bien regarder Friends pour se remonter le moral, ou se mettre dans une bonne ambiance. À toi aussi ? Et c'est le troisième élément de différenciation avec le reste du YouTube game. La recherche de la positivité. C'est effectivement quelque chose qui a tranché pas mal avec ce que pouvait proposer Enjoy Phoenix par exemple. En ça, on a l'explication officielle du slogan marketing de son livre, plus égale plus. Plus égale plus, un mantra positiviste, si j'ai bien compris, qui je suppose explique que quand on fait des choses positives, on obtient des choses positives. La mission de son branding est donc une mission de bien-être, à la limite entre divertissement et développement personnel. Par la suite, que ça passe par des stories Insta, des vidéos YouTube ou un livre, c'est toujours la même mission en fait.
Ce que BecBD appelle 147 pages de vide, et que ce que beaucoup pensent être des vidéos inutiles et creuses, sont en fait un remède contre le stress, l'anxiété, et un certain mal-être très présent dans un public ado et pré-ado. Et pas que d'ailleurs, si on regarde dans les commentaires des vidéos de Léna Situation, il y a énormément de mamans par exemple qui se décompressent à la fin de la journée en regardant ces vidéos. Question, est-ce vraiment une coïncidence si Léna Situation a explosé sur l'année 2020, le début de la période Covid? Justement là où le bien-être psychologique a été mis à rude épreuve, là où il y a eu augmentation de stress et d'anxiété. À l'issue de son repérage, Léna Situation a donc compris qu'il fallait chercher l'engagement plus que tout le reste. Le premier élément qui m'a marqué dans ce sens, c'est la démonétisation volontaire de toutes ces vidéos. Contrairement à tous les autres youtubeurs qui mettent des musiques libres de droit pour pouvoir toucher l'argent de YouTube sur les vues, Léna Situation choisit elle volontairement des musiques connues qui démonétise ses vidéos. Alors, pourquoi à ton avis, Sylvain? Pour l'effet émotionnel que va procurer l'écoute d'une musique qu'on a l'habitude d'écouter dans son quotidien. Elle écoute les mêmes musiques que nous. Alors donc, elle préfère donc tirer un trait sur des milliers d'euros sur chacune des vidéos, plutôt que amoindrir la création d'engagement émotionnel avec son contenu. Et ça, c'est une grosse leçon growth marketing. C'est la différence entre jouer long terme et jouer court terme. Le deuxième élément qui souligne son intérêt pour l'engagement, c'est le soin qu'elle met à la production de chaque vidéo, son storytelling. Le storytelling est plus spécifiquement l'arc narratif dont tu nous parlais un petit peu plus tôt. Alors l'arc narratif, ça n'a rien de nouveau, c'est utilisé depuis des centaines d'années dans les romans, dans les nouvelles, dans les films à Hollywood, dans les publicités. L'arc narratif, dans sa version simplifiée, suit ce qu'on appelle le voyage du héros. La première phase, c'est le monde ordinaire. La deuxième, l'appel à l'aventure. La troisième, la quête. La fameuse quête du héros. La quatrième, la confrontation. La cinquième, la résolution. Et la sixième, la morale. On va prendre un exemple sur sa vidéo du déménagement. La fameuse vidéo. Au début, Léna nous montre qu'elle est comme nous, voire même pire. C'est-à-dire que quand elle doit appeler des propriétaires pour déposer un dossier pour un appartement, on lui demande quel est son métier et elle est forcée de répondre youtubeuse. Et c'est pas forcément bon pour un dossier. Et tout de suite, on se dit, ok, là, on comprend la douleur. Donc ça, c'est la situation initiale. Ça y est, on s'est identifié à elle. On annonce le confinement, avec les éléments que vous connaissez, et qui fait que pendant plusieurs mois, elle ne peut pas faire son déménagement. Et que un peu, par la force des choses, elle décide de faire son déménagement quand même, mais en 2 étapes, avec un petit déménagement d'abord, puis un gros, une fois qu'on pourra circuler plus facilement. Et donc le moment où elle prend cette décision, c'est ça l'appel à l'aventure. C'est à ce moment-là, dans cette vidéo, où elle va expliquer comment tout va se passer en théorie. C'est son plan d'action quelque part. Donc la quête peut commencer. Est-ce que son plan va réussir? Et en plus de ça, le titre suggère qu'il y a des imprévus. Elle met bien « long déménagement ». Et bien justement, c'est à ce moment-là que commencent les confrontations, les obstacles qu'elle est obligée de surmonter pour pouvoir parvenir à la fin de sa quête. Traîner un chariot de vêtements en se baladant en chaussons, check. Tout aménager et ranger un maximum de choses alors même qu'on n'a même pas pu poser le sol de son appartement, check. Devoir transporter en voiture et monter tous les paquets de parquet jusqu'à l'étage de son appartement, check. Demander de l'aide pour poser le parquet parce qu'elle a un rendez-vous ce jour-là et rentrer et constater qu'en fait tout a été posé complètement à l'envers. Et au passage, c'est super intéressant de constater que l'épisode du parquet en lui-même est un arc narratif à l'intérieur de la vidéo. Et enfin, monter toutes ses affaires lors du gros déménagement par un tout petit ascenseur parisien, check. Et ensuite la résolution, le déménagement se termine et la quête est accomplie. C'est le moment où elle va partager sa nostalgie. Évidemment, dans son ancien appartement, toutes les choses qu'elle a vécues dans cette pièce. Elle ressort toutes ses photos, on voit tous ses souvenirs. Mais une fois de plus, Léna arrive à nous surprendre parce qu'elle va aussi intégrer tout plein de petits éléments de vidéos qu'elle a publiées sur sa chaîne YouTube et qui ont été tournés dans cette chambre. Donc en fait, elle nous embarque dans la nostalgie avec elle. Et évidemment, elle fait ça sciemment. Au final, la vidéo de 28 minutes est passée à toute vitesse. On n'a pas vu le temps passer. L'arc narratif est respecté et ça nous donne qu'une seule envie, c'est d'aller voir une deuxième, une troisième, une quatrième vidéo ou de s'abonner à la chaîne évidemment. Donc elle a réussi avec juste une vidéo à nous rendre accros. Là encore, cette vidéo sur le déménagement, c'est une parmi 4 vidéos. C'est-à-dire que cette vidéo qui représente un arc narratif parfait est elle-même intégrée dans un autre mini-arc narratif de ces 4 vidéos qui représentent son changement de vie. Et c'est exactement ce que font les séries télé qui vont créer un arc narratif pour chaque épisode, qui s'intègre dans l'arc narratif d'une saison, qui parfois même s'intègre dans l'arc narratif de l'ensemble de la série. Mais alors, est-ce qu'on peut parler des vlogs d'août qui ont
grandement participé à sa croissance. Je vois bien l'intérêt de créer un rendez-vous annuel et récurrent, mais l'intensité de publication sur un mois, ça donne quoi niveau algo? Augmenter le rythme de publication des vidéos n'est pas forcément toujours une bonne idée, notamment si ça veut dire baisser la qualité de chacune des vidéos, la qualité d'écriture, la qualité de structure de vidéo ou de storytelling. Par contre, dans le cas de Léna, qui a déjà un format de vlog qui fonctionne bien et où elle arrive à préserver justement ce niveau de qualité dans les vidéos, et bien sur une courte période, elle arrive à intensifier l'engagement de son audience. Et c'est pas n'importe quelle période. Bah ouais, en plein été. On peut se dire que c'est quand même une drôle d'idée de publier du contenu quand la moitié de la France est en vacances. Bah les autres le font pas. Oui, effectivement, il y a beaucoup de créateurs qui font une pause à ce moment-là pour cette simple et unique raison. Mais est-ce que vous commencez à sentir l'opportunité là? Déjà, d'une part, il y a toute une frange de la population qui n'est pas en vacances au mois d'août. Et ces gens-là, ils ont du temps disponible pour YouTube. Et comme il y a moins de créateurs qui publient du contenu, d'un seul coup, ça devient plus facile de les atteindre avec des nouvelles vidéos. Notamment si c'est du contenu divertissant. Et d'autre part, même en vacances, il y a beaucoup de personnes, et notamment les jeunes, qui regardent des vidéos YouTube. Et j'insiste sur le fait quand même que c'est vrai pour du contenu divertissant, c'est un petit peu moins vrai pour du contenu éducatif ou des tutoriels, des choses comme ça, où là, généralement, pendant l'été, les vidéos marchent un peu moins bien quand même. Alors, si je comprends bien, elle cherche deux types d'engagement. L'engagement ponctuel sur chaque vidéo, qui se traduit par sa technique et le watch time global, mais il y a aussi l'engagement général tout le long de la relation entre un follower et Léna Situation. Et cela passe par l'émotion générée. Pour comprendre cela, on va parler de mon framework growth marketing préféré. Une fois par vidéo, c'est la règle. ARR. Acquisition, activation, rétention, referral, revenu. Acquisition, les viewers découvrent la chaîne YouTube par exemple. Activation, ils regardent plusieurs vidéos, trouvent ça cool et s'abonnent. La rétention, c'est quand ils continuent à voir les vidéos dans le temps. Cette rétention peut aussi se faire sur d'autres canaux, comme par exemple les stories Insta, ça marche aussi. Le referral, c'est quand ils amplifient le signal, qu'ils en parlent autour d'eux, le bouche à oreille. Et le revenu, c'est l'argent qui rentre. Si on reprend le sujet de la monétisation de tout à l'heure, on comprend qu'elle a refusé de gagner de l'argent au profit de l'engagement. Car elle savait que l'engagement sur le long terme rapporterait bien plus en revenus. Et du coup, l'engagement, on a dû dire au moins 15 fois engagement dans cette vidéo, ça apparaît quand dans le schéma ARR? Eh bien, si le modèle ARR est le moteur de la croissance d'une activité, c'est bien l'engagement qui est le carburant de ce moteur. Avec plus d'engagement sur une vidéo, l'activation est plus forte. Si vous arrivez à maintenir l'engagement sur chaque vidéo et entre chaque vidéo, vous maintenez l'engagement dans le temps, ce qui favorise une rétention plus forte. Les gens plus engagés vont partager plus fort, en parler plus autour d'eux. Donc, plus de référents. Plus égale plus. Sur YouTube, on peut définir l'engagement de plusieurs façons. On peut regarder l'engagement quelque part de façon froide, en regardant les statistiques d'engagement, qui vont être du coup les vues, les likes, les commentaires, les partages. Mais l'engagement, c'est beaucoup plus que ça en réalité. Par exemple, double-cliquer pour mettre un like sur une photo Instagram, c'est quand même pas la même chose que mettre un pouce en l'air après avoir regardé une vidéo de 20 minutes, après avoir décidé sciemment de regarder cette vidéo par rapport à 20 autres que YouTube me proposait. Et ça, YouTube l'a bien compris. Aujourd'hui, pour mesurer le degré de satisfaction d'un viewer après avoir visionné une vidéo, les commentaires ne comptent même pas. Et ça me paraît logique parce qu'on peut même commenter une vidéo qu'on n'a pas appréciée juste pour dire par exemple que ça nous a énervé ou qu'on n'est pas d'accord. Et si YouTube décidait de donner trop de poids aux commentaires dans l'algorithme, ça aurait pour effet d'encourager les youtubeurs à créer plus de contenu polémique et c'est pas ce que YouTube veut. Du coup, les commentaires sous un clash, ça change rien alors. Non, ça change absolument rien, ça peut même être parfois bénéfique parce que si la personne a vraiment envie d'argumenter son clash, le hater, elle parfois, va regarder plusieurs fois. Ça peut arriver, ouais. Donc finalement, elle va augmenter les statistiques de la vidéo. De ce que nous dit YouTube, les likes comptent un petit peu pour déterminer si on a apprécié un contenu ou non. Mais c'est pas la métrique principale. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un créateur peut facilement inciter des gens à mettre des likes et donc ça n'a pas la même valeur sur chacune des vidéos qu'on va regarder. C'est quand même un signal positif. Dans l'indicateur que YouTube regarde le plus, c'est le watch time, la durée de visionnage des vidéos. Quelques temps auparavant, c'était la rétention. Alors la rétention YouTube, j'entends, pas la rétention du schéma ARR. Et la rétention sur YouTube, c'est en fait le pourcentage moyen de vidéos regardées. Donc, pendant un temps, YouTube mettait en avant des vidéos qui étaient regardées en moyenne 80%. La conséquence que ça a eu, c'est que ça a amené les créateurs à créer des contenus toujours plus courts. Et donc, il y a 5-6 ans, beaucoup de créateurs faisaient des vidéos de 2, 3, 4 minutes parce que c'est ça qui était mis en avant par la plateforme et YouTube voulant
prolonger les sessions de visionnage sur la plateforme, s'est rendu compte que c'était pas la bonne métrique à regarder en fait. Donc aujourd'hui, c'est plutôt un mix entre la durée moyenne de visionnage et la rétention. Donc quand Léna sort une vidéo de 20 minutes et que l'extrême majorité de son audience, pour toutes les raisons qu'on a évoquées dans la vidéo, et aussi parce qu'elle est très bonne en storytelling, vont regarder la vidéo du début jusqu'à la fin, évidemment, elle a une très bonne durée de visionnage, un très bon taux de rétention. Et qu'est-ce que vous croyez qui se passe après sur YouTube? Non seulement YouTube va recommander d'autres vidéos de Léna aux personnes qui ont apprécié cette vidéo, mais en plus, YouTube, qui a identifié des vidéos quasi parfaites pour sa plateforme, va se mettre à les recommander à beaucoup d'autres personnes qui n'ont jamais vu les contenus de Léna. Et c'est comme ça que sa chaîne va grossir. Et donc on a là une spécificité assez importante du contenu de Léna Situation, c'est qu'elle n'a pas besoin de faire le buzz pour faire grossir sa chaîne YouTube. Elle n'a pas besoin de trouver le sujet qui va faire cliquer. En fait, chacune de ses vidéos contribue un petit peu à développer sa chaîne. Toutes ses vidéos sont porteuses, toutes ses vidéos marchent bien, et c'est complètement une stratégie long terme. Et en plus de ça, c'est très rassurant pour les marques, qui ont la garantie quelque part qu'une vidéo où leur marque sera citée ou mise en avant aura énormément de vues, énormément d'engagement, exactement comme n'importe quelle autre vidéo de Léna en fait. Et c'est aussi très intéressant évidemment pour Léna si elle souhaite proposer ses propres produits, comme le livre par exemple. Vous doutez bien que quelqu'un qui est abonné à une chaîne YouTube d'une youtubeuse et qui regarde ses vidéos depuis 2 ans, chaque sortie de vidéo, chaque semaine, va beaucoup plus facilement vouloir acheter le livre de cette personne que quelqu'un qui a découvert une nouvelle youtubeuse par une vidéo qui a fait le buzz, mais qui ne la connaissait avant ni d'Ève ni d'Adam. Ok, alors on a complètement affaire à une braqueuse qui a compris qu'il valait mieux laisser tomber les quelques billets court terme et que le vrai trésor était de faire un travail de fond, de construire sur le long terme pour faire sauter la banque. Plus d'engagement égale plus d'activation, plus de rétention, plus de référents. Mais on reparlera de ce slogan et de sa définition plus précisément juste après. On comprend donc que l'audience embarquée par identification est par la suite engagée dans un arc narratif à rebondissement grâce au storytelling. Un arc narratif sans fin. Chaque petite histoire s'enchaîne et participe à une plus grande histoire. Les déclinaisons sont infinies. C'est comme Martine à la plage, Martine à la montagne, Martine déménage, ou Martine passe la journée menottée avec Bilal Hassani. Ça existe cette vidéo? Oui. Bref. La suite, ce sera Léna part vivre à Los Angeles. Elle a déjà commencé à l'annoncer d'ailleurs. Quoi de mieux pour continuer à faire rêver son audience? Continuer à faire vivre une vie par procuration. Autre moyen d'engager son audience, le building in public. C'est comme ça que j'ai commencé sur YouTube, avec ma chaîne Mon Petit Réflexe qui parle de photographie, où l'idée de départ était de démarrer de zéro en photo. Et donc, parler aux gens avec leurs mots à eux, ne pas être le prof, parler avec un langage compliqué. J'ai trouvé cette expérience extrêmement enrichissante parce qu'en fait, les gens apprennent en même temps que nous. Et ça crée une proximité que n'ont pas en fait ceux qui prennent une posture professorale ou d'expert, un peu la posture qu'on a finalement sur nos chaînes YouTube aujourd'hui. Donc en fait, vous évoluez ensemble, quoi. Complètement. Et c'est presque finalement, quand on revient à la relation parasociale de tout à l'heure, on casse un petit peu cette relation-là parce qu'on apprend quasiment autant de l'audience et des opportunités qui se créent grâce à l'audience que l'audience n'apprend d'eux. Donc tout ce qui peut engager une audience, elle le fait. Mais c'est pas tout pour son plan. Elle a commencé seule. Mais de la même manière que les braqueurs qui agissent seuls sont plutôt rares, elle a fini par comprendre qu'elle arriverait à des meilleurs résultats avec des complices. Elle a donc profité des collabs pour améliorer sa visibilité, son acquisition donc. Avec ce qui est devenu le Squad, par la suite sa team d'amis, The Friends, qu'on retrouve très souvent. Sullivan Wed, May Adorable, Spark Dies, Bilal Hassani, une équipe de youtubeurs qui, bien que concurrents, comme on l'a vu, se sont donné de la force pour exister dans le YouTube game. Cela a permis d'affirmer des valeurs collectives de branding de Léna, l'importance des amis, etc. Cela permet aussi d'aider l'algo YouTube à les identifier, à les classer. Et enfin, cela a fourni et continue de fournir de la matière pour les histoires à raconter. Bah oui, la série ne doit pas s'arrêter. Dernière collab en date et non des moindres. Quand elle s'est mise en couple avec Seb Lafrite. Les histoires, il y en a plein. Il n'y a que ça d'ailleurs, la vie est faite d'histoires. Le complice parfait pour merger deux communautés énormes et pencher vers le people. Avec Seb Lafrite, on rentre dans une autre dimension, au niveau de l'histoire et l'engagement. Toute proportion gardée bien sûr, on arrive à des mécanismes à la Kim Kardashian et Kanye West. La relation de deux personnages publics a toujours été source d'intérêt très fort. Les tabloïds anglais vivent de ça depuis 70 ans. C'est mieux que Friends, c'est pour de vrai. Le levier marketing n'est plus approuvé. Comment
comment la mise en place de tout ce plan a fini par aboutir au jackpot qu'a décroché la situation finalement? Eh bien, ça commence bien sûr avec le modèle art. Basiquement, pour l'acquisition, elle fait que des cross-promotions avec d'autres youtubeurs. Pas de pub, bien sûr, rien d'autre. Elle pose juste ses vidéos sur la plateforme. Une fois qu'elle a des viewers, il faut les embarquer pour qu'ils soient activés. C'est-à-dire qu'ils s'abonnent. Puis, il faut les garder. La rétention. En ça, on comprend l'intérêt d'avoir quelque chose qui ressemble à Friends, une sitcom très régulière avec des personnages à qui on s'attache. Lena Situation cherchant l'engagement au max, elle amplifie déjà naturellement cette dynamique. Maintenant, parlons du referral en détail de la recommandation. Car une croissance organique et exponentielle, ça joue là-dessus. Sur un referral qui permet d'alimenter le modèle en boucle et de plus en plus fort. Il y a pour Lena deux sortes de growth loop de referral, de boucles de croissance. Les boucles de viralité classiques, un nouveau viewer acquisition, recommandation à une de ses connaissances referral, puis nouveau viewer acquisition. Ça tourne en boucle. Ce bouche à oreille fonctionne en dehors du produit, donc sur WhatsApp, des forums, dans la vraie vie, etc. Et puis il y a la deuxième boucle de croissance de referral, la CGC Loop pour Company Generated Content. Là, la compagnie, c'est Lena Situation qui va créer du contenu. La création de contenu amène de la rétention. L'audience amplifie ce contenu par l'engagement, en créant des likes, des commentaires, des partages internes à la plateforme, ce qui est en somme du referral de proche en proche dû au fonctionnement du canal. Et là, ici, YouTube. Cela donc va ramener des nouveaux viewers, acquisition due à ce referral, plus acquisition due aux algorithmes de recommandation. Et on revient sur la création de contenu qui va faire tourner la boucle et la faire s'amplifier. Et on est d'accord que pour les entreprises, c'est un des plus gros leviers à aller sur YouTube finalement. Cette deuxième boucle de création de contenu qui va générer constamment de nouveaux leads et des nouveaux clients potentiels. Oui, en fait, on profite surtout des algorithmes qui créent du referral malgré les utilisateurs, puisque les utilisateurs n'ont pas conscience de faire du referral. C'est donc comme ça que Lena Situation a grossi. Quand son modèle art et les grosses loops associées ont permis d'avoir toujours plus de monde fidèle dans son audience. Dans cette optique-là, il faut pouvoir compter sur les amplificateurs de YouTube. Ce qu'on appelle les amplificateurs, ce sont les personnes qui ne sont pas forcément dans l'audience cible, mais que l'on peut viser justement pour leur fonction d'amplificateur. Sur ce schéma, on voit que les amplificateurs peuvent être dans votre audience potentielle, mais aussi en dehors, voire même en dehors de l'utilisateur lambda YouTube. Moi, par exemple, avec ma chaîne YouTube, j'ai eu des vidéos qui ont beaucoup mieux marché que d'autres, comme celle sur Joule par exemple. Mais elle a atteint une audience qui a largement dépassé l'audience que je visais. En ça, selon les théories marketing, je pourrais dire que c'était une erreur, car j'ai touché des gens qui n'étaient pas dans mon audience cible. Seulement sur YouTube, le fait d'avoir touché ces amplificateurs ont permis, par leur engagement sur la vidéo, de faire comprendre à l'algo que la vidéo était intéressante. L'algo a donc finalement montré ma vidéo sur Joule à la plupart des gens qui s'intéressent au marketing. Des gens que je n'aurais pas touchés sans ces amplificateurs. Et c'est une méthode qui est utilisée par beaucoup de youtubeurs. En fait, on va utiliser un sujet totalement différent comme quelque part pouvoir d'attraction vers nos propres vidéos pour leur faire découvrir notre univers. Et on peut avoir peur parfois de toucher une audience totalement différente de ce qu'on fait habituellement. YouTube est assez permissif avec ça en fait. Car oui, juste après ce mini buzz que tu as pu avoir avec la vidéo de Joule par exemple, on va avoir une audience forcément en moyenne moins intéressée par les contenus qu'on va sortir. Et donc nos statistiques, nos analytiques, nos métriques vont diminuer un petit peu, ce qui fait que ça peut mettre un tout petit coup de frein aux vidéos suivantes. Mais d'ici 2, 3, 4 nouvelles vidéos, YouTube aura identifié les personnes qui ne sont finalement pas intéressées par ce contenu, va arrêter de recommander nos nouvelles vidéos et on va se retrouver à nouveau avec une audience 100% intéressée, 100% qualifiée et on va retrouver les bonnes stats qu'on avait avant, sauf qu'on aura gagné des nouvelles personnes dans notre communauté au passage. Donc au final, on sort gagnant. Il y a quand même une exception, c'est celle où vous avez une vidéo qui crée un buzz et qui est un buzz sur la durée, c'est-à-dire qui va continuellement vous ramener des nouveaux viewers non qualifiés. Et là, effectivement, il peut y avoir un danger. Il va bousiller les stats, quoi. Complètement, et sur le long terme, c'est-à-dire que si vous aviez par exemple un taux de clic en moyenne à 5%, si vous avez une vidéo qui vous ramène 80% des nouvelles vues sur votre chaîne qui sont des personnes non qualifiées, vous allez baisser votre taux de clic et du coup YouTube se dira en fait les vidéos maintenant sont nulles, alors que en réalité c'est pas ça. Et il y a un YouTuber en particulier qui a vécu ça il y a pas très longtemps, qui s'appelle Nico DT, qui a fait toute une vidéo où il explique comment en fait une vidéo qui a fait plus d'1,7 million de vues sur sa chaîne a finalement ruiné sa chaîne. Et il explique par les statistiques justement
comment on peut éviter ce désastre du buzz. C'est un peu paradoxal, mais ça existe. Enfin, le dernier élément pour expliquer la mécanique du succès de Lena Situation, c'est le 3e niveau de jeu YouTube, qu'on n'avait pas évoqué. Un 3e niveau que Lena a évidemment découvert et maîtrisé pour réussir le casse du siècle. En fait, l'écosystème YouTube est inclus dans un autre écosystème plus global. On va l'appeler pour simplifier le Master Game. Dans le Master Game, on a tous les autres canaux de diffusion internet ou non, les médias traditionnels, les plateformes sociales, tous les éléments qui créent et diffusent du contenu ou de l'information. Les youtubeurs sont juste des éléments qui interagissent dans cet écosystème. Chacun de ces éléments, évidemment, court après la même chose, une place plus importante dans le Master Game. Plus d'engagement et plus d'influence. À un moment donné, dans ce grand jeu, il est devenu intéressant pour d'autres médias d'utiliser Lena Situation dans leur quête perso. Gratter un peu de son influence et de son engagement. Cet instant, c'est la taille critique d'un produit comme Lena Situation pour dépasser le cadre de l'écosystème YouTube et s'inscrire plus globalement dans le Master Game. Encore une fois, le critère principal pour juger d'une taille critique, eh bien, c'est l'engagement. Ça commence par 1, puis 2, et puis au vu des résultats que ça leur procure, tout le monde s'empare du sujet Lena Situation pour gratter un peu de buzz, gratter un peu d'engagement. Les magazines, les émissions télé, radio, les petits influenceurs sur Twitter, etc. Jusqu'à devenir membre de ce classement Forbes, par exemple. Et donc, du coup, en faisant cette vidéo, ça participe aussi du Master Game, finalement. Bah ouais, et j'ai pas choisi ce sujet par hasard. On le fait juste un an après. Ouais, peut-être pas top sur le timing. Mais fallait bien ça pour bien comprendre à froid le phénomène et analyser tout ça. Genre, ça fait 1 an qu'on travaille sur l'écriture de cette vidéo. Nous, c'est à petite échelle et Forbes, bah, c'est à grande échelle. On joue le rôle d'amplificateur, mais cette fois dans le Master Game. Et Frédéric Becbédé, d'ailleurs, il est juste là. Ouais, c'est un amplificateur, catégorie hater, mais qui sert de caisse de résonance à Lena Situation. Pour mieux comprendre comment tout cela s'imbrique, on va voir à quoi ressemble la flywheel de Lena Situation au regard de YouTube et du Master Game. La quoi? Si le terme vous dit rien, une flywheel, c'est un schéma qui explique la formule du succès d'une activité. Quand A augmente, on a plus de B, ce qui se transforme en X, etc. Les effets cumulés impliquent qu'un apport à un endroit va avoir des conséquences sur les leviers de croissance du reste de l'activité. La résultante étant des avantages cumulés avec le temps. Une flywheel nous montre à quel point cela devient de plus en plus facile avec le temps. Plus facile de faire grossir et faire tourner un business. Voilà un exemple connu de flywheel avec les débuts d'Amazon. Une bonne expérience client ramène plus de trafic donne envie à plus de revendeurs de venir vendre sur Amazon, donc Amazon peut mieux faire la sélection des vendeurs, ce qui améliore l'expérience client. En parallèle, plus Amazon grossit et plus les coûts structurels diminuent, ce qui fait qu'ils peuvent réduire les marges et baisser les prix, donc améliorer l'expérience client. Tu mets le gif. Maintenant, faisons celle de Lena Situation qui a justement mené à faire sauter la banque. On retrouve notre modèle A de tout à l'heure, qui est donc le moteur initial de cette flywheel, auquel on va ajouter l'élément Instagram de l'écosystème Lena Situation, puisque son compte Instagram a lui-même son modèle A, avec son acquisition, son activation quand les gens s'abonnent, sa rétention quand les gens continuent à regarder des stories dans le temps, et bien sûr son referral. Le compte Instagram est lui-même vecteur d'acquisition pour la chaîne YouTube, et surtout un élément central de la rétention, car entre chaque vidéo, il y a des posts et surtout des stories consommables sur le compte Insta. Ça, c'est pour le cœur de l'écosystème Lena Situation. Mais cet écosystème s'intègre donc dans le Master Game. Plus d'audience engagée nous donne plus d'influence, donc plus d'attrait par les autres acteurs du Master Game. Plus de visibilité donne plus d'acquisition pour alimenter le modèle art, donc plus d'audience engagée, donc plus de moyens de monétiser, comme par exemple les marques intéressées pour des placements de produits ou des collaborations. Toutes ces péripéties venant alimenter la chaîne YouTube avec des nouvelles histoires incroyables pour une fille banale, alimentant le sitcom Feel Good en story Insta. Et du coup, on comprend beaucoup mieux pourquoi autant de marques veulent travailler avec Lena. Déjà, premièrement, pour sa cible. Elle a une audience qui, bien que grand public, est quand même assez bien ciblée sur des personnes jeunes qui veulent se sentir bien, et donc Lena est la bonne personne pour ça. Deuxièmement, cette relation parasociale extrêmement forte que Lena a réussi à créer avec son audience. Quand Lena parle d'un produit, forcément, ça donne envie. Il y a aussi la qualité des vidéos, qui est quelque chose de très important pour les marques. Les marques veulent des vidéos qui soient propres, qui montrent bien leurs produits, mais qui aussi soient très agréables à regarder. Et là, quelque part, par rapport au fast cam qu'on avait sur les influenceuses avant, ça fait toute la différence. L'engagement, évidemment, c'est un des critères
essentiels pour les marques. Et surtout, j'ai envie de dire, les valeurs portées par Léna. On va vous ressortir la feuille, le plus égale plus, toutes ces valeurs de positivité. Il y a énormément de marques qui veulent s'associer à ces valeurs. C'est les branding en fait. Exactement. Et finalement, quand Léna va présenter un produit avec son grand sourire, eh ben, notre marque va bénéficier de ces valeurs-là que Léna porte habituellement. Et donc, ça rebondit sur notre image de marque. Plus égale plus, le slogan positiviste de Léna Situation et surtout la formule de sa flywheel. Le plan d'action d'un braquage mémorable qui progressivement sur le long terme est monté en puissance jusqu'à faire sauter la banque. Une flywheel qui a utilisé au mieux les leviers growth marketing d'une chaîne YouTube dans un premier temps, puis les leviers de l'écosystème commercialo-médiatique qu'on a appelé le master game. Dans les deux cas, la devise c'est l'engagement parce qu'elle mène à l'influence. La façon de monétiser par la suite, c'est accessoire. Ce trésor va se monétiser d'une manière ou d'une autre, c'est pas ça le problème. Ce qu'il faut pas faire, c'est courir forcément après l'argent à court terme aux dépens de l'engagement. Enfin, pour ceux qui peuvent, bien sûr. Et dans le cas d'une youtubeuse ou un youtubeur passion, ça colle assez bien en fait. Parce que généralement, tout démarre sans arrière-pensée, un petit peu comme dans le cas de Léna, et on va ensuite créer, parfois involontairement dans mon cas, volontairement dans le cas de Léna, je pense, de la proximité avec son audience. Ça va créer aussi de l'empathie qui va devenir notre principale valeur finalement. Et c'est exactement ce parcours qu'a suivi Kevin Tran, un autre gros youtubeur de la plateforme. Enfin, avant qu'il décide de tous aborder. Ouais, enfin ça, on n'est peut-être pas tout à fait d'accord sur ce point-là, mais pour en savoir plus, allez voir la vidéo en description qu'on a faite sur ma chaîne YouTube à propos de Kevin Tran. C'est d'ailleurs très intéressant de voir que les entreprises et les youtubeurs passion démarrent sur YouTube pour des raisons diamétralement opposées. Et qu'au final, à force d'apprendre les codes de la plateforme, on aboutit vers des contenus qui sont relativement similaires. En fait. Léna Situation, c'est donc un gros business. Mais avec un business model à deux bandes en fait. Les clients sont pas forcément son audience, sauf pour le livre. C'est plutôt les marques en fait. Cette flywheel lui procure un avantage concurrentiel indéniable. Une barrière à l'entrée très puissante. Et ça, c'est pas négligeable du tout. Son ancrage dans le YouTube game et dans le master game lui assure des retombées et des facilités dont ne bénéficieraient pas ses concurrents s'ils se lançaient aujourd'hui. Et c'est la dernière leçon growth marketing de Léna Situation. Ça sert à rien de grossir si on peut pas tenir ses positions plus de 3 mois. En ce qui concerne les autres leçons, il est inutile de vouloir refaire la même chose qu'elle sur sa niche. Après ce braquage, les systèmes de sécurité ont été changés, donc c'est pas la peine. Il faut venir avec un autre plan. Tant que la concurrence essaie de la copier, elle est tranquille. Par contre, copier sa façon de faire pour une autre niche, oui, ça c'est possible et ça peut même être très intelligent. Ce qui est sûr, c'est que ce marché-là, la niche lifestyle beauté, sera un jour braqué de nouveau par un nouvel arrivant, qui est peut-être déjà lancé sur YouTube actuellement. Et celui-ci arrivera avec des façons de faire innovantes et différentes. Des façons de faire qui vont ringardiser Léna Situation. C'est juste une question de temps en fait. Mais on s'inquiète pas pour elle. D'ici là, elle se sera diversifiée et elle aura repéré d'autres marchés à investir. Une braqueuse de ce calibre-là ne s'arrête jamais.